Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour le numéro 3 de 100% Frontières avec Eric Tegner. Bonjour Eric. Bonjour Gauthier. Bonjour Sabrina Medjeber. Bonjour Gauthier. Yvan Rioufol, Jules Torres, Gauthier. bonjour messieurs. Et Nicolas Pouvourmonti de l'Observatoire de l'immigration. On va revenir sur vos chiffres dans un instant avec à la une la hausse de l'immigration provenant de l'Afrique subsaharienne de plus de 150% en 20 ans. C'est au sommaire de 100% Frontières. Comment vous êtes venu en France? Au bateau. Vous avez payé quelqu'un pour prendre le bateau? Oui, bien sûr. Vous vous souvenez de la somme? Combien vous avez payé? 4 000 €. Et là, vous voulez aller où? Dans quel pays? Moi, je vais aller en France. En France? Pourquoi en France? D'abord, je pratique le football. C'est un peu aussi là où il y a l'aide sociale. Peut-être violente contre le racisme, mais voilà. Mais pourquoi les Français, eux, quand c'est leur mort à eux, Quentin, ils brûlent pas, ils chassent pas, et quand c'est Naël, c'est l'inverse? Ben, c'est aux Français de faire ça. Nous, il n'a pas qui l'a fait pour nous. Voilà pour le sommaire de 100% Frontières, épisode numéro 3. Mais tout de suite, c'est le journal de Somaya Labidi. Bonjour Somaya. Bonjour Gauthier, bonjour à tous. À la une de l'actualité, quelques heures seulement avant le vote solennel aujourd'hui à l'Assemblée, Maude Bréjon a estimé à titre personnel que la proposition de loi sur la fin de vie qui crée un droit à l'aide à mourir va trop loin. Le texte ouvre une boîte de Pandore et ne pose pas les limites suffisantes pour prémunir la société des dérives, a déclaré la porte-parole du gouvernement. La valse des politiques se poursuit aussi à Porte de Versailles à Paris. Après Bruno Retailleau hier, aujourd'hui c'est Laurent Wauquiez, député de la Haute-Loire et conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, qui arpente les allées du Salon de l'Agriculture et qui précise qu'aucun produit issu du Mercosur n'intégrera les cantines de sa région. À la une également, syndicats et patronat entament le dernier jour d'une négociation sociale sensible sur les règles des ruptures conventionnelles. Objectif, trouver un accord pour faire économiser au moins 400 millions d'euros à l'assurance chômage sur ces fins de contrat à l'amiable que le gouvernement juge trop coûteuses. On poursuit ce journal avec le premier féminicide de l'année dans la Somme. Une femme d'une trentaine d'années a été tuée par arme à feu dans la nuit de dimanche à lundi à Saint-Quentin-la-Motte-Croix au Bailly. Le compagnon de la victime a été interpellé et placé en garde à vue. 107 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2024 contre 96 en 2023 selon les dernières données disponibles de la mission interministérielle pour la protection des femmes. Et puis, depuis aujourd'hui, les visiteurs de plus de 80 pays, dont les États-Unis et le Canada, devront obligatoirement présenter une autorisation de voyage électronique pour entrer sur le territoire britannique. Document numérique payant destiné à renforcer la sécurité aux frontières du Royaume-Uni et qui a été introduit pour les ressortissants européens début avril 2025. Merci beaucoup Somaya, on vous retrouvera pour le traditionnel journal de midi. Nicolas Pouvourmonti, vous alertez donc dans les colonnes du Figaro. En France, le nombre d'immigrés originaires d'Afrique subsaharienne a augmenté de 150% depuis 2006. Et Eric Tegner, vous êtes allé il y a quelques mois sur justement la route des migrants qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Et on va commencer par des témoignages exclusifs de passeurs qui jouissent économiquement de cette immigration, qui se font de l'argent sur le dos des migrants qui sont, on l'a dit souvent, ils font de la traite d'êtres humains. Ils font de la traite d'êtres humains, ils mettent beaucoup trop de personnes sur des embarcations beaucoup trop petites. Et donc, on sait évidemment que la Méditerranée s'est transformée en cimetière. Voyez l'extrait de ce passeur sénégalais. Il explique que les clandestins viennent en France pour les aides sociales. Ils peuvent également se faire soigner gratuitement. Il conclut en expliquant que l'immigration ne s'arrêtera jamais. Je m'appelle Abdoulaye Sall. Métier passeur bi métier la bi nga xam ni ñu ci duggee dañ ci dugg accidentellement rek. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui veulent aller en Europe, précisément en France? Et pourquoi? Bon li ko fi ñu toll moom en France fii yëpp rêvé ñun di rêvé génn Afrique je parle pas du Sénégal damay wax ci Afrique ñëpp rêvé nañu génn dem surtout bu gars yi bëgg nañ dem France parce que maanaam bu ñu fa demee foofu au moins tu seras bien traité waaw que fii. Vous êtes au courant qu'en France, il y a des aides sociales, par exemple? Oui loolu nee ko loolu dégg nañ ko parce que am nañu ay copains yoo xam ne ci gaal gi la ñu jaare woon après France lu mu mujjee am naa ñu nekk ay Montpellier ñu nekk Nantes ñoo xam ni liggéey bii la ñu nekkoon doon def mais bi ñu demee am nañu chance dugg. Et tu penses que ça pousse des Sénégalais à se dire on veut aller en France, ça les motive? Oui, de jour en jour nekk chaque jour que je fais moom loolu rêve la jamais changé.
Alors, c'est très intéressant parce que quand on avait des ministres de l'Intérieur de droite, notamment Bruno Retailleau, il parlait des pompes aspirantes. Il disait qu'il faut arrêter avec les aides sociales, avec l'aide médicale d'État. Et on lui disait, tout ça, c'est du fantasme. Vous pensez vraiment que les migrants, ils viennent en France pour se faire soigner gratuitement? Ils sont là pour fuir la misère et des régimes autoritaires. Là, c'est un passeur sénégalais qui n'écoute pas Bruno Retailleau du matin au soir sur les chaînes info, qui reprend ce discours. Donc ça change évidemment le regard qu'on peut avoir sur les raisons pour lesquelles les migrants viennent en Europe et en France. Oui, tout à fait, Gauthier. Alors c'est vraiment un témoignage inédit. Moi, je connais bien les routes migratoires parce que je me suis rendu en Mauritanie, au Sénégal, en Tunisie. J'ai fait la route également de Lampedusa ou encore des Canaries. Et c'est très rare d'avoir un passeur qui nous explique très concrètement comment se passe son travail. Ce passeur, il s'appelle Abdoulaye. Il est passeur depuis 2006, c'est-à-dire depuis la crise des pirogues au Sénégal. C'est près d'une vingtaine d'années dans ce métier, j'ai envie de dire. Donc il a vu des milliers de gens, il a fait venir des milliers de gens en France et en Europe. Et en effet, ce qu'il dit est très clair. Il dit qu'au Sénégal, eh bien, lorsque tu dois aller à l'hôpital, tu dois payer. Déjà, l'hôpital, il n'est pas forcément en très bonne santé, alors qu'en France, tu ne payes pas. Donc c'est une évidence que la connaissance par ces migrants qui sont, pour une grande partie, francophones, des soins médicaux qui sont apportés en France, notamment à travers l'aide médicale d'État, aujourd'hui est parfaitement connue par ces migrants. Donc c'est sûr que quand on entend dans le même temps des responsables politiques qui nous disent que non, ils ne viennent pas pour ces raisons, c'est assez surprenant. Et l'autre élément qu'il nous dresse, Abdoulaye, c'est le fait que ça ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire cette sensation, moi quand j'étais rentré de ce reportage, je me suis dit je ne sais pas comment on va faire. C'est-à-dire que de toute façon, il y a quelque chose qui fait que la crise migratoire, elle est devant nous parce qu'il y a une explosion démographique aujourd'hui dans le continent africain. Ce sont de plus en plus également de mineurs qui cherchent à venir en Europe et on sait comment notre droit en termes migratoires est très difficile sur les mineurs. Les mineurs, on ne peut pas aujourd'hui documenter lorsqu'on est journaliste sur eux, on ne peut pas évidemment pas les expulser aujourd'hui. Et donc quand près de 50% du continent africain aujourd'hui est promu par des mineurs, ça pose des questions pour les années à venir. Nicolas Pouvremonti, puisque vous alertez donc sur la hausse de 150% en 20 ans de l'immigration en provenance de l'Afrique subsaharienne, vous partagez ce qu'a dit Éric Tegner. C'est très frappant le témoignage de ce passeur. Ça vient mettre à mal bien des commentaires politiques. C'est certain, il y a vraiment deux choses frappantes effectivement dans le témoignage recueilli par Éric. D'une part, l'effet d'appel d'air dont on dit souvent qu'il n'existe pas. Voilà. Or, il est documenté y compris par les rapports d'organismes d'État. Il y a de ça 5 ans, l'Inspection générale des affaires sociales avait estimé qu'un quart des migrants irréguliers en France citaient les soins parmi les motifs de leur migration. J'évoque les soins parce que ça fait partie des facteurs cités par ce passeur. Et puis il y a un deuxième élément qui est effectivement le caractère très structurel de cette hausse de l'immigration en provenance d'Afrique subsaharienne. C'est une hausse qui ne va pas se tasser ni encore moins s'inverser naturellement parce qu'il y a fondamentalement deux grands déséquilibres qui vont perdurer pour au moins un siècle. D'une part, un déséquilibre économique, un déséquilibre des niveaux de vie. Le PIB par habitant au Mali, il est 50 fois inférieur à celui de la France. Le même constat vaut pour beaucoup de pays de cette zone. Et un déséquilibre démographique qu'évoquait Éric. D'ici à 2100, à la fin du siècle, on estime qu'il y aura environ la moitié des naissances dans le monde qui auront lieu en Afrique subsaharienne. Et déjà aujourd'hui, quand vous prenez les pays du monde qui ont le plus fort indice de fécondité, la majorité sont des pays d'Afrique francophone. 6 enfants par femme au Mali, 6 enfants par femme en République démocratique du Congo. Là, vous dites un peu ce que dit Nicolas Sarkozy souvent, la crise migratoire n'a pas commencé. Non, exactement. Elle n'a pas. Alors, elle a commencé, mais en tout cas, elle est loin d'avoir atteint son zénith. Et dans le siècle qui vient, la crise migratoire sera une crise de l'immigration d'Afrique subsaharienne, parce que c'est la seule région du monde qui va continuer à avoir beaucoup d'enfants. Vous voyez, même si on prend le Maghreb, la Tunisie et le Maroc sont déjà passés sous le seuil de renouvellement des générations. Ça n'est pas du tout le cas dans cette région du monde. Et donc, il faut effectivement anticiper ces flux qui n'ont aucune raison de se calmer par eux-mêmes. Un deuxième extrait, Éric Tegner, de ce fameux passeur Abdoulaye qui explique le mode opératoire et l'itinéraire emprunté par les clandestins qui viennent de l'Afrique subsaharienne. Combien ça coûte? Est-ce qu'il peut nous expliquer précisément comment il fait ce métier-là? étape bi du dara lu dul rencontre ay rencontre la rek quoi ay nit yu toog bëgg gis dara bëgg dara toog waxtaane ko ñuy dem dañuy habillé wu dañuy mel na kuy dem géej. Et ils sont combien par bateau? Des fois ci pirogue la du bateau gaal la des fois mën nañu nekk 200. Des fois ça dépend ne ko ñun bu ñu jógee Ndar c'est très normal ñu laal géeju Mauritanie après géeju Mauritanie beneen cap la ñuy defaat muy Nouadhibou après Nouadhibou direct beneen cap direct la ñuy jël Espagne direct la ñuy jël
Il y a beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de monde qui veut partir. Jusqu'à présent, il y a beaucoup de monde qui veut partir. Donc il y a les passeurs qui ont un rôle affreux dans cette histoire, mais il dit qu'il y a beaucoup de monde qui veut partir. C'est ce qu'il disait, ça s'arrêtera jamais. Il y aura toujours une très forte demande pour partir et venir en Europe. Oui, tout à fait. Et je vais même vous prendre à contre-pied. Aujourd'hui, on cible beaucoup les passeurs de migrants, comme si c'était les grands méchants et que c'était les seuls responsables. La vérité, c'est que c'est dans tout un écosystème. C'est-à-dire qu'on va voir comment la France et l'Union européenne payent, par exemple, les pays africains, les gouvernements africains, pour qu'ils empêchent les départs. La vérité, c'est qu'il y a une forte corruption. Moi, ce que j'ai constaté notamment en Mauritanie, on va voir dans des villes des bateaux avec près de 200 migrants à l'intérieur. Évidemment que la police est censée les voir, mais ils les laissent partir. Ils vont libérer les passeurs. Les passeurs en Afrique, ils sont condamnés normalement à 10 ans de prison, mais ils ne font jamais 10 ans de prison parce qu'ils payent et au bout de 2 jours, ils quittent la prison. Donc c'est un phénomène où nous, on donne de l'argent. Étant donné que la question migratoire n'est pas importante pour la Commission européenne, dans le fond, ça n'est pas grave, on ne contrôle pas. Et il y a un autre élément dans le passage précédent qui est intéressant, c'est qu'Abdoulaye, le passeur, il parle de Nantes et il parle de Montpellier. Il connaît bien la cartographie de la France. C'est incroyable. Ça en dit long, mais c'est un grand phénomène. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le phénomène qui fait qu'il y aura de plus en plus d'Africains subsahariens en France, c'est le phénomène des diasporas. Moi, les migrants que je pouvais interroger, je leur disais, parce que c'est pas évident, évidemment, d'être migrant aujourd'hui, mais c'est pas dur pour vous de quitter vos familles. Et qu'est-ce qu'ils me répondaient? Ils me disaient non, je rejoins ma famille. On se retrouvait avec des migrants qui me disaient, moi j'ai mon frère, ma sœur qui sont déjà partis, et aujourd'hui ma mère, elle me dit que je suis un raté parce que je n'ai pas tenté la traversée. Et certains me disent, moi je vais plutôt attendre le regroupement familial ou le visa étudiant, et ceux qui finalement vont faire la traversée, eh bien ce sont ceux qui vont être d'une certaine façon les plus courageux. Ce sont des entrepreneurs de la traversée. Et cet écosystème, pour terminer, du passeur, le passeur il est obligé de payer tout le monde, le policier, etc. Il explique même qu'il doit payer les rites rituels, notamment les rites musulmans au Sénégal. Vraiment, c'est un autre de monde. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simplement que les passeurs, c'est nous. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive aux Canaries, moi je l'ai vu aux Canaries, ils arrivent tout de suite, c'est la Croix-Rouge qui les prend en charge. Frontex qui est présent sur place, c'est uniquement pour contrôler que les droits humains sont respectés. Ils sont mis dans des bus, puis installés dans un camp pendant 2 jours, puis mis en avion et débarqués en Espagne. Et ensuite, grâce aux nouvelles directives européennes, répartis dans nos villages français. Ça veut dire quoi? Ils doivent payer les rites C'est-à-dire avant la traversée, étant donné que c'est dangereux de traverser, eh bien, vu que c'est une population qui va être musulmane, ils vont faire des rites musulmans et donc ils vont devoir payer aussi. Yvan Rioufol, quel regard vous portez sur ce qu'on vient de présenter comme constat? J'ai envie de poser la question interdite, c'est-à-dire est-ce que la France est en droit ou non de faire obstacle à cette immigration de peuplement? Ou de la même manière, est-ce que l'Afrique est en droit de faire obstacle à une immigration européenne si elle devait avoir lieu? Or, on se rend compte aujourd'hui que l'impact idéologique est tel que, en tout cas, les autorités françaises et la France elle-même est désarmée idéologiquement. C'est-à-dire que tout pousse, en effet, à poursuivre ce grand remplacement, qui est revendiqué d'ailleurs par Jean-Luc Mélenchon. Quand il parle de grand remplacement de génération, c'est faux. On parle là d'un grand remplacement d'un peuple, d'une civilisation et de nations. Et donc, est-ce que l'on a le droit de s'opposer à ceci ou pas? Pour l'instant, tout est interdit. C'est-à-dire que l'idéologie antiraciste est telle qu'elle vous interdit, sauf à applaudir effectivement ce grand remplacement. Et dans ce cas-là, tout le monde dira qu'effectivement une contre-colonisation viendrait rééquilibrer la colonisation passée de la France. Mais si vous avez le malheur de dire que effectivement une immigration africaine massive risquerait effectivement d'édulcorer et d'effacer la civilisation européenne et singulièrement la civilisation française, immédiatement, nous risquons d'être attaqués pour racisme, discrimination. C'est pour ça que vous faites des prétéritions et que vous ne le dites pas. Et donc, vous dites si je le disais. C'est pour ça que je le dis quand même. Et donc, simplement, il faut, si vraiment nous sommes attachés effectivement à la pérennité et à la pérennité historique de la civilisation française notamment, mais de la civilisation européenne, il va falloir poser le problème de savoir si oui ou non, à un moment donné, l'Europe est en légitime défense, si je puis dire, face à une immigration qui devient une immigration invasive et qui est problématique pour la pérennité existentielle, en tout cas, de notre culture. Quand on parlait des passeurs, on a cité le rôle terrible le rôle funeste que jouent les passeurs. Il assume très bien face à votre caméra, Abdoulaye, ce passeur sénégalais, que quand il y a 15 bateaux qui partent, il y en a 8 qui arrivent. Les autres échouent, quasiment 1 sur 2. Voyez donc cet extrait. Est-ce qu'il peut nous expliquer combien il y a de bateaux qui partent en fait toutes les semaines, tu vois, qu'on ait une idée du nombre de personnes qui partent, du nombre de bateaux qui partent, et ensuite de combien arrivent à destination et combien sont repoussés? Bon, loolu moom mënuñu ko xam mais daal ñun yi ñuy def yëpp presque 15 lañ daan demee par 15 convoi de 15 lañ daan demee. lañ daan génn 15. waaw mais 15 des fois 8 yi arrivé li ci des chèque. Il y a beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de monde qui veut partir jusqu'à présent.
Il y a beaucoup de monde qui veut partir. Il y a beaucoup de monde qui veut partir. Éric Tegner, c'est très frappant. Hein. Un bateau sur 2 qui va échouer. Oui, parce qu'il y a ceux qui malheureusement vont évidemment tomber en mer, il y a ceux qui vont être arrêtés par la police. D'ailleurs, Abdoulaye, il avait été fiché par les autorités espagnoles, donc aujourd'hui, il ne peut plus s'occuper de la traversée. Moi, j'ai une question pour vous, Nicolas Pouvremonti. Moi, je suis ressorti de ce reportage, vraiment, je vous le disais, assez catastrophé en me disant comment on va faire, quelles sont aujourd'hui les solutions et est-ce que la France finalement au cœur de l'Union européenne n'est pas encore plus attractive que les autres pays, ce qui va provoquer un effet exponentiel? Elle l'est très clairement à la fois par le genre de dispositifs sanitaires et sociaux qui n'existent que chez elle, l'aide médicale d'État, le droit inconditionnel à l'hébergement des clandestins. Elle l'est aussi, vous l'évoquiez, du fait des phénomènes de diaspora, parce que d'ores et déjà, la France accueille de loin l'immigration la plus africaine d'Europe, 3 fois la moyenne de l'Union européenne pour ce qui est de la part des natifs d'Afrique dans le total de la population immigrée. Et d'ailleurs, quand on voit les motifs d'arrivée de ces immigrés en France, ce sont essentiellement des motifs familiaux ou humanitaires, c'est-à-dire le droit d'asile. Et lorsqu'ils sont en France, ces immigrés, la question de l'intégration est vraiment béante, parce que globalement, ils viennent de sociétés marquées par ce qu'on appelle un faible niveau de développement humain. Donc le développement humain, c'est à la fois le développement économique, mais c'est aussi, hélas, la défaillance des systèmes d'éducation et de santé. Et à quoi ça aboutit? Ça aboutit, par exemple, lorsque le taux de chômage des immigrés d'Afrique subsaharienne en France soit le double de celui des Français sans ascendance migratoire. À la 2e génération, c'est même le triple des Français sans ascendance migratoire. Donc c'est une difficulté qui perdure. Ça conduit aussi, cette sous-intégration dans l'emploi, à une surprévalence de la consommation des dépenses sociales. L'exemple archétypal, c'est vraiment le logement HLM. Les immigrés d'Afrique subsaharienne sont en proportion les plus nombreux dans les logements sociaux en France. Vous avez 57% des immigrés maliens ou sénégalais, par exemple, qui vivent en logement social. Et donc, ça, en vérité, pour finir de répondre à votre question, l'immigration d'Afrique subsaharienne, elle dévoile toutes les faiblesses de notre absence de politique migratoire en général, c'est-à-dire très forte concentration démographique, incapacité à choisir le nombre comme le profil des immigrés qu'on reçoit, impact négatif sur les finances publiques. Et donc, elle appelle évidemment, pour elle-même, mais comme pour le reste de notre politique migratoire, à retrouver une capacité de contrôle, ce qui est un chantier gigantesque, mais qu'il faut évidemment entreprendre. Alors, on a écouté les passeurs, on va écouter les migrants. Et ils donnent les raisons pour lesquelles ils viennent en Europe et en France. Et là, vous voulez aller où? Dans quel pays? Moi, je vais aller en France. En France? Pourquoi en France? Parce que là, en France, c'est un pays de rêve depuis longtemps. C'est là où je pratique le football. C'est un pays aussi là où il y a l'aide sociale, plus que dans tous les pays. Donc pour les aides sociales aussi? Bien sûr, ouais. Donc là, on vous reparle des aides sociales, Éric Tegner. Oui, là, j'étais à Lampedusa, donc c'est assez fou. C'est-à-dire que c'est de lui-même qui va me parler des aides sociales. Hein, pour j'ai envie de dire, les bonnes âmes bien intentionnées de gauche qui pourraient dire oui, mais cet homme-là, peut-être qu'on l'a forcé. Il est au milieu de plein d'autres migrants. Il est en voie justement d'être amené sur le continent européen. Et de lui-même, il va expliquer ça. Il y a un élément important, il parle de rêve. C'est-à-dire qu'effectivement, pour les populations africaines, c'est un véritable rêve d'aller en France et d'aller en Europe. Et là-dessus, il y a une part de mensonge et une part de responsabilité des responsables. Je pense par exemple à Anne Hidalgo. Quand vous terminez à Porte de la Chapelle sous le métro, le rêve, il prend fin. Hein. Mais totalement presto. Hein. Mais il prend fin et derrière, il y a du ressentiment immense. C'est-à-dire qu'on va, et je crois qu'on verra une séquence tout à l'heure à ce sujet, on va voir des migrants qui en Afrique aiment la France et une fois arrivés en France, détestent la France. Aussi parce qu'il y a des associations qui vont les prendre en charge en leur disant attention aux policiers, ils sont racistes. Donc là, la question des aides sociales est importante. Et ce migrant, qu'est-ce qu'il m'a dit également plus tard? Il m'a dit oui, j'ai appris ça à la télévision. Parce qu'on a l'impression aujourd'hui qu'on est dans un monde où l'Afrique, il n'y a pas la télévision, il n'y a pas les réseaux sociaux. Alors que vous savez, les premiers à faire la promotion de l'immigration, ce sont justement les diasporas qui vont faire de nombreuses vidéos sur TikTok. À la télévision les aides sociales en France. C'est-à-dire qu'il y a des reportages. Dans son pays, à la télévision, tout à fait. Les aides sociales qu'il y avait en France. Exactement, c'est ce qu'il a dit à mon micro. Et ensuite, c'était partagé sur les réseaux sociaux. Jules. Oui, puis vous avez plein d'associations qui sont des associations pro-migrants en France, qui ont des sites internet, qui ont des réseaux sociaux, qui ont un certain nombre de relais dans les pays africains pour leur expliquer quelle voie de passage traverser, quelle association contacter. C'est 1 milliard d'euros chaque année, vous savez, pour ces 1000 associations pro-migrants. Donc il y a aussi, Yvan Rioufol avait raison de le dire, le pouvoir du nombre, mais il y a aussi un pouvoir de l'argent. Le trafic de migrants aujourd'hui est l'un des trafics et l'un des business criminels les plus lucratifs du monde. Europol, Interpol, l'ONU s'accordent pour dire que c'est 5 à 7 milliards d'euros chaque année en chiffre d'affaires pour cela. Et c'est évident, quand vous avez un bateau pneumatique qui coûte entre 1 500 et 3 000 euros, que vous mettez 50 migrants, que vous faites payer entre 3 et 6 000 euros, vous arrivez très vite à 150 000 euros pour une seule traversée. Donc évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement lucratif qui se fait encore une fois sur le dos
non seulement de personnes, mais sur le dos de rêves. Et c'est aussi pour cela que les autorités ne sont pas assez fermes et fortes sur cette question du trafic de migrants. Et on voit comment certains pays du Maghreb traitent les migrants qui viennent d'Afrique subsaharienne. Ils les renvoient dans le désert. Et donc, vous avez un migrant d'Afrique subsaharienne qui vous dit qu'il ne craint pas tant le racisme en Europe, qu'il craint plutôt le racisme au Maghreb. Voyez cette séquence. En Algérie notamment. Parce que les Tunisiens, ils sont racistes. Ah bon, franchement, ça, on peut dire ça, ils sont racistes. Tous les pays du Maghreb. Depuis Algérie, Tunisie, tous les pays. Mais pourtant, on dit souvent que c'est les Blancs et les Européens les racistes. Ça, on ne connaît pas d'abord. On connaît pour les Maghreb. Ça, c'est très intéressant, Sabrina Medjeber. On a vu comment certains du pays du Maghreb ont traité les migrants d'Afrique subsaharienne. Ils les ont envoyés dans le désert. Il y a eu des dizaines de morts. Je n'ai pas entendu beaucoup d'associations pro-migrants s'en inquiéter chez nous, en Europe, en France. Oui, en effet, il y a des études qui le démontrent, et notamment en Algérie. Les migrants sont renvoyés, grosso modo, manu militari, vers leur pays d'origine. Et là, en effet, il n'y a pas d'association droits de l'hommiste, il n'y a pas d'ONG humanitaire présente pour traiter cette question. Et nous n'entendons pas les diasporas ici en France parler de violences policières ou de racisme systémique en l'état, ça c'est une évidence. Mais ce que je voulais dire par rapport à tout ce qui a été dit d'un point de vue structurel, d'un point de vue législatif, il y a aussi une considération qui est très importante à prendre en compte, c'est la considération culturelle. C'est-à-dire qu'effectivement, les élites croient pouvoir dissoudre toutes les cultures dans une espèce de bain européen, national et international. Et on le voit malheureusement de Malmö en Suède, à Molenbeek en Belgique, à Londres, en Grande-Bretagne ou à Paris. On le constate, cette fragmentation culturelle, malheureusement, elle se matérialise. Pour quelle raison ? Parce que les élites ont un impensé. Les élites pensent que les personnes qui traversent les frontières arrivent sans bagage culturel, sans filtre idéologique, sans allégeance idéologique. Elles arrivent malheureusement avec des représentations de l'homme et de la femme. Elles arrivent avec une religion et ses codes. Elles arrivent avec une structure de parenté. Je pense notamment à l'endogamie. Les travaux de Michel Tribala le démontrent très bien. Et donc tout ça mène malheureusement à ce que Didier Lesky a expliqué lors de son interview auprès de la Fondapol et auprès de Dominique Régnier, sur les 100 000 Afghans. Il parle de problèmes d'intégration culturelle. Évidemment qu'il y a un choc anthropologique entre des normes qui sont préservées et qui sont incompatibles avec la société française dans son entièreté, dans son histoire et son identité. Nous accueillons sur le plateau Jordan Florentin. Bonjour Jordan, puisque nous avons commencé donc avec l'immigration en provenance d'Afrique subsaharienne. C'est le début de la chaîne avec les passeurs, avec un bateau sur deux qui échoue. Et puis évidemment, il y a des centres d'accueil en France. Vous êtes rendu dans un centre d'accueil dans le 15e arrondissement qui fait polémique auprès des riverains. On va commencer par écouter ce clandestin qui explique être arrivé à Paris via un passeur. Il a payé 4 000 € et aujourd'hui, il est donc logé dans ce centre d'accueil. C'est bien cela ? En tout cas, il y a des liens entre effectivement cette immigration que tu as pu voir, Eric, et qui termine ensuite dans les rues de la capitale, effectivement. Donc ça, c'est un migrant qui dort dans le centre d'accueil du 15e arrondissement. Effectivement. On l'écoute. Comment vous êtes venu en France ? Au bateau, c'est ça, en vérité. Vous avez payé quelqu'un pour prendre le bateau ? Oui, bien sûr. Un passeur ? Ouais. Vous vous souvenez de la somme, combien vous avez payé ? 4 000 €. Vous êtes plusieurs dans ce cas de figure, ici, à être venus en payant des passeurs et à être ici, au final, dans le 15e arrondissement de Paris ? Oui, il y a beaucoup. Il y a beaucoup des Africains. Donc on voit que c'est une véritable chaîne, Yvan Rioufol, qui commence en Afrique, Maghreb, Afrique subsaharienne, passe par les passeurs, un bateau sur deux qui échoue, alors que ces migrants ont payé, vous voyez, des sommes d'argent très importantes, 4 000 €, et ça se termine en centre d'accueil au cœur de Paris, pour le mieux, parce que ça peut se terminer, quand vous n'êtes pas logé dans un centre d'accueil, sous le métro. Oui, bien sûr, et on assiste à ce paradoxe d'une France extrêmement généreuse qui, au bout du compte, quand ces populations-là les auront rejoints, sera traitée de raciste par ces mêmes populations qui seront incitées par les associations subventionnées par l'État à considérer qu'en effet, cette France-là est une France dégoûtante et une France raciste. Donc il faut vraiment s'interroger sur la vacuité intellectuelle qui maintenant laisse à penser que chaque peuple, chaque civilisation serait remplaçable, serait indifférenciée. Et là, nous sommes dans les aberrations d'une société matérialiste, une société de la consommation qui pense que chaque individu, peu importe son origine, est un consommateur en puissance qui pourra consommer des vols low cost ou du Coca-Cola, etc. Et que cela pourra donc payer nos retraites. Donc il faut vraiment faire un effort de réflexion élémentaire, dans le fond, pour poser la question encore, une autre question interdite, qui est de savoir si oui ou non il existe un choc de culture et un choc de civilisation. Il en existe un à l'évidence.
d'autant plus quand ce choc de culture et de civilisation provient d'une civilisation islamique qui, par définition, et en tout cas à travers les âges, s'est heurtée très systématiquement à la civilisation occidentale et singulièrement à la civilisation française. Or, ceci est indicible, sauf sur des plateaux de télévision qui encore veulent bien écouter cela, mais c'est indicible de la part de l'intelligentsia, de la part de toutes les structures de surveillance de la parole. Or, c'est ceci qui va nous tuer. Et vous avez commencé à pointer cela du doigt. Éric Tegnér, il y a une question démographique, il y a une question, on n'arrête pas d'en parler, notamment le soir, depuis de nombreuses semaines dans 100% politique, de la natalité. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait aussi peu d'enfants en France et on a des records d'immigration en provenance de l'Afrique subsaharienne notamment. Donc au bout d'un moment, les courbes vont se croiser. Oui, moi, c'est ce qui me surprend à chaque fois, c'est que depuis une quinzaine d'années, ceux qui vont parler, par exemple, du grand remplacement, vont être décriés en disant oui, mais ce sont des complotistes finalement. Ça n'est pas un projet. Si ça n'était peut-être pas un projet aujourd'hui, en tout cas, ça a l'air d'être un projet qui est totalement assumé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vous parler effectivement de cette baisse de la natalité en France, la réponse, c'est l'immigration. On va vous dire que finalement, au moins, il n'y aura pas de thématique d'immigration, de formation, pardon, pour ces migrants qui vont venir, parce que soi-disant, ils sont déjà formés. Ensuite, parce qu'ils vont travailler. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a en France près d'1,4 million d'étrangers qui sont inactifs, une surreprésentation du chômage dans ces populations. Donc c'est en effet cet enjeu démographique. Mais le problème, c'est qu'on a la sensation, effectivement, que de toute façon, nos élites en ont un peu rien à faire, de toute façon, de l'identité française et de l'identité européenne. Alors écoutez cette habitante que vous avez interrogée, Jordan Florentin, du 15e arrondissement, qui témoigne de l'insécurité présente dans le quartier. Depuis l'arrivée de clandestins, elle explique que le maire du 15e n'a pas pris ses responsabilités en écoutant l'alerte lancée par les habitants. Moi, j'ai entendu des trucs là-dedans. Sur ce foyer? De quelle nature? Des trucs, ils se tapaient, ils attendent, les loupards d'ici s'en vont chez eux, ils attendent la nuit tombée, et puis après ils partent tous en escalade pour esquinter tout le monde. On lui a parlé qu'il y avait des problèmes de sécurité. On lui a parlé, il n'en avait eu rien à foutre. On le sentait que ce quartier le gênait. Parce que ce n'est pas les mêmes gens qui vivent ici qu'en bas. C'est honteux ce que j'ai vu. Avant qu'on écoute Jules sur ce centre d'accueil, Jordan Florentin, on voit l'inquiétude donc de ces habitants que vous avez interrogés. Oui, et puis elle dit quelque chose de très intéressant à retenir. Elle parle de ségrégation sociale. Elle dit nous ne sommes pas traités de la même façon dans le sud du 15e arrondissement quand on est vers le 14e que dans le nord, vers la mairie et vers Vaugirard, où on sent bien que le maire, il y a un deux poids deux mesures. Et surtout, il faut noter aussi que cet établissement, il est financé par de l'argent public, que ce soit par la région Île-de-France de Valérie Pécresse, par l'État, par les APL, c'est-à-dire par nos impôts. Et à l'intérieur, pour l'avoir visité, vu de mes propres yeux, c'est absolument délabré. Ils vivent dans des conditions épouvantable. C'est-à-dire que les migrants qu'on voit en Afrique, que Eric a pu documenter, qui viennent juste en France, sont ensuite placés dans des conditions, il faut le dire quand même, d'insalubrité, d'insécurité, crée aussi l'insécurité et la dégradation dans le quartier. Moi, j'ai vu un SDF dormir dans les parties communes, dans l'accueil. Et il y a juste à côté une ancienne cour d'école qui est complètement à l'abandon. Vous avez un marché juste en face où il y a des inondations, de la pluie. Tout le quartier est dégradé. Et en plus, on l'a vu à l'intérieur, une salle de prière qui est autorisée par l'association. Il y a une salle de prière, mais on a du public extérieur qui vient aussi dans ce foyer, qui devient un nœud, en fait, de problématiques qui touche, qui impacte l'intégralité du quartier. Jules Torres, vous vouliez parler de ce centre d'accueil et des associations pro-migrants. Oui, parce que cette association, on en parlait tout à l'heure, vous savez que les associations, c'est 1 milliard chaque année. Et là, on parle de l'association Coalia, qui est perfusée d'argent public. Il y avait d'ailleurs eu un rapport de la Cour des comptes en 2024 qui pointait la très mauvaise gestion, parfois des détournements de fonds dans cette association. Et vous savez que c'est 150 millions d'euros chaque année pour cette association Coalia, qu'il y a 4300 salariés, qu'il y a 755 établissements et qu'évidemment, ils sont pointés du doigt, ces centres d'accueil, parce que, d'abord, en effet, Jordan l'a dit, il y a des conditions qui sont parfois, malgré l'argent public, complètement insalubres, qu'il y a parfois du détournement de fonds publics, qu'il y a parfois des emplois fictifs, qu'il y a un vrai sujet, notamment, par exemple, autour des voitures de fonction dans ce genre d'association qui avait été pointé par le rapport de la Cour des comptes. Donc, on voit très bien qu'on dépense beaucoup d'argent pour ces associations, mais qu'on ne sait pas vraiment où part cet argent. Éric Tegnér. Et l'immense paradoxe, c'est que, vous savez, ces dernières semaines, on a dit qu'on avait un budget très serré, qu'il fallait que les Français fassent des efforts, qu'on n'avait plus d'argent dans la caisse. Eh bien, le budget consacré à l'accueil et à l'asile et à l'hébergement a été d'augmenter de plus d'1 milliard d'euros. Donc ça montre deux choses. Ça montre qu'en effet, on arrive à trouver de l'argent lorsque ce sont pour accueillir des étrangers. Et le deuxième point, c'est qu'on nous ment. Quand on nous explique que l'immigration rapporte de l'argent et ne coûte pas, l'Observatoire de l'immigration l'avait chiffré à 40 milliards. On nous ment parce que rien que cette année, c'est déjà une augmentation.
Nicolas Pouvront-Monti, vous interrogez là-dessus. Et puis je vous voyais réagir aussi quand j'interrogeais Éric Tegner sur la natalité en Berne, en France, et les courbes qui pourraient se croiser entre immigration et natalité française. Bien sûr, sur ces deux sujets, d'abord celui de l'hébergement, qui est évidemment un enjeu majeur. Il y a deux volets d'hébergement pour ce type d'immigration en France. D'une part, le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile, 120 000 places d'hébergement qui sont réservées exclusivement aux demandeurs d'asile. On en a ouvert des dizaines de milliers au cours de la décennie écoulée. Et d'autre part, ce qu'on appelle l'hébergement d'urgence généraliste, qui est ouvert à tout le monde, 200 000 places, mais qui est occupé pour la moitié de ces places par des étrangers en situation irrégulière. Ce sont les chiffres de la Cour des comptes. La moitié des places d'hébergement d'urgence de l'État sont occupées par des clandestins, avec une durée médiane de séjour qui est de 3 ans et demi. C'est-à-dire qu'on est le seul pays d'Europe à proposer cet hébergement gratuit et sans limite de durée pendant plusieurs années à des clandestins. Et sur le sujet de la natalité, qui est évidemment fondamental, en fait, dès aujourd'hui en France, dans le paysage des naissances, on voit l'impact de l'immigration. On parle de l'Afrique subsaharienne. L'indice de fécondité, c'est-à-dire le nombre moyen d'enfants par femme des immigrés d'Afrique subsaharienne en France, il est le double de celui des femmes nées en France. Et on a maintenant plus de 30% des naissances en France qui sont issues d'au moins un parent né en dehors de l'Union européenne, avec une forte prévalence du continent africain. Là, factuellement, sans reprendre aucune théorie pour déclencher aucune polémique, comme dirait Yvan Rioufol, il y a un changement de population. Il y a un bouleversement démographique, c'est incontestable. C'est factuel que de dire cela. Merci Nicolas Pouvront-Monti d'être venu ce matin dans 100% Frontières avec Éric Tegner.